Donc voilà, je voulais vous expliquer un petit peu la théorie quantique des champs de Liouville. Alors j'ai essayé de faire un exposé en 3 parties. Alors j'ai essayé de résumer en 4 slides à peu près 30 ans de littérature physique sur le domaine. Et je pense qu'on peut arriver si on reste assez vague sur certaines notions, si on accepte, on peut arriver à tirer l'idée de tout ça et voir quelles sont les motivations. Et à partir de ces motivations, il se dégage à peu près essentiellement 2 approches. Donc la première, c'est une approche directement en continu, sur laquelle on s'est penché avec mes collaborateurs. Je vais vous expliquer un peu quelques notions dans la théorie des champs de Liouville. Et la deuxième approche, c'est une approche discrétisée d'un problème qui est a priori difficile en continu, et qu'aujourd'hui on appelle la théorie des cartes planaires en probabilité. Donc, alors, les motivations en physique sont essentiellement les suivantes. Donc, voilà, en fait, on part d'une théorie des champs physique, donc euclidienne. Je vais me placer dans le cadre où le temps est traité comme une variable d'espace. Il y a une correspondance entre l'approche Minkowski et l'approche euclidienne. Bon, je vais un petit peu passer là-dessus. Voilà, en théorie des champs euclidienne, on part d'une action. Alors, une action, c'est quoi? De manière très générale, c'est une fonctionnelle, d'accord, qui a un élément f dans un espace fonctionnel. D'accord, vous associez S de f. D'accord, donc pour l'instant, c'est très général. Et en fait, il y a 2 manières en physique de traiter cette action. La première, c'est de ce qu'on appelle la physique classique. D'accord, donc vous avez une fonctionnelle, vous cherchez les minima. D'accord, donc là, par exemple, en maths, c'est une branche énorme des mathématiques, d'accord, que Pierre-Louis connaît bien. Il y a par exemple l'étude des surfaces minimales. Enfin, puis il y a plein de problèmes qui s'énoncent en termes de fonctionnel et chercher un minimum à cette fonctionnelle. D'accord. Ensuite, donc, il y a la physique quantique, le principe un petit peu différent. On veut en fait construire une loi de probabilité sur toutes les configurations possibles. D'accord, donc on va chercher à construire une mesure plutôt. On ne sait pas encore que c'est une loi de probabilité, on ne connaît pas sa masse. Donc on va chercher à construire une mesure où en fait df, ça va être une mesure sur notre espace fonctionnel, donc à préciser de quelle mesure on parle. Et on va lui greffer une sorte de dérivée de Radon-Nikodym devant, qui va être l'exponentielle de notre fonctionnel. Donc ça va peser les f sur notre espace fonctionnel en fonction d'un poids. En probabilité, on appelle ça un poids, et ce poids, c'est donné par l'action. D'accord. Alors, le plus simple possible, évidemment, c'est si vous êtes sur R, prenez dx à mesure uniforme, et là, vous prenez exponentielle moins une fonctionnelle, donc je sais pas, x carré, vous avez la gaussienne. Mais là, on veut travailler sur des espaces fonctionnels, c'est en dimension infinie. Le problème est un petit peu plus difficile à poser. Voilà. En tout cas, c'est l'esprit. La physique classique, c'est l'étude des minima. La physique quantique, c'est l'étude des mesures associées à une fonctionnelle. Alors, dans le cadre de la gravité, en fait, ce qu'on va étudier, ce qu'on appelle le champ gravitationnel. Alors, l'action, là, elle va être définie. Donc, on a une surface qui est fixée. Et sur cette surface, on peut mettre plein de métriques de Riemann possibles. Et la fonctionnelle, elle va agir sur cet espace, a priori de dimension infinie, de métriques possibles sur la variété. D'accord. Voilà. Donc, ce qui nous donne donc l'action pour le champ gravitationnel, ce qu'on appelle l'action de Einstein-Hilbert. Je vous l'ai mise ici. Alors, les notations sont marquées en bas du tableau. Donc, principalement, vous intégrez la courbure de Ricci sur la variété par rapport à la métrique G que vous considérez. Et puis, vous ajoutez un terme de volume. Alors, donc, l'intégrale sur M de dVg, c'est juste le volume de la variété pour la métrique G. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est la fonctionnelle uniquement pour le champ de gravitation. Et ce qu'on veut aussi faire de manière plus générale en physique, c'est associer des champs de matière, qui vivent sur notre variété. Donc, les champs de matière, c'est peu importe ce qu'ils représentent. Donc, en physique, ça peut être l'électromagnétisme, les interactions faibles et fortes au niveau nucléaire, ce genre de choses. Peu importe ce que ça représente, vous avez à nouveau une fonctionnelle qui va représenter le champ de matière. Donc, elle agit sur la fonction psi qui est là. Ce qui est très important pour le champ de matière, c'est qu'en fait, l'action va dépendre d'un paramètre. Donc, c'est une fonctionnelle qui agit sur ces fonctions-là, mais elle dépend de la géométrie que vous mettez sur votre variété. Donc, elle dépend de la géométrie au travers de la métrique G que vous avez posée sur M. Voilà. Donc, voilà, a priori, donc, vous vous retrouvez avec une action totale, donc, pour la gravité couplée à la matière. C'est la somme des 2 actions.
Et votre espace fonctionnel sur lequel vous travaillez, c'est les métriques tensorisées avec les champs de matière. Voilà. Donc a priori, vous avez votre action et vous pouvez commencer à travailler dessus. Alors, donc il y a la gravité au niveau classique. Vous essayez d'étudier donc les minima de cette fonctionnelle, d'accord. Alors bon, en général, quand on cherche les minima, vous dérivez par rapport à la métrique et au champ psi, d'accord. Si vous faites ça par rapport à la métrique, enfin si vous faites ça, vous allez retrouver les équations d'Einstein pour les champs. Et donc en fait, il y a aussi une grosse activité dessus. Il y a eu un cours de Malchiodi à l'IHP il n'y a pas longtemps sur un peu des thèmes issus de cette question-là. Et au niveau quantique, voilà, vous allez essayer de construire une mesure de probabilité, d'accord. Enfin une mesure, on ne sait toujours pas s'il y a des probabilités. Donc de la façon dont je vous expliquais juste avant. Alors ici, il faut expliciter les mesures dg et dψ, et en fait c'est un peu le cœur du problème. C'est que bon, dψ, a priori, c'est quelque chose qui est connu, c'est un champ de matière. Normalement, la mécanique quantique de ce qui n'est pas le champ gravitationnel, on sait à peu près faire, bon, bien sûr. Voilà. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la mesure dg. Et en fait, cet objet-là, c'est un peu le cœur du problème. Alors comment on l'a défini? En fait, bon, à l'échelle vraiment macroscopique, c'est en fait, on regarde l'ensemble des métriques comme une variété. D'accord. C'est un espace infinidimensionnel. Et sur cette variété, on va définir une métrique. De la même façon que vous mettriez une métrique sur une variété standard. Hein. Là, on va mettre une métrique donc, qui est sur un espace de dimension infinie. Et en fait, on va regarder dg comme la forme volume associée à cette métrique. D'accord. Alors, le problème ici, c'est que cette métrique, elle est donc définie, mais sur un espace infinidimensionnel. Et a priori, il n'y a pas de procédure mathématique claire pour définir une forme volume sur un espace infinidimensionnel. D'accord. Sur une variété riemannienne, c'est juste le déterminant de la métrique, la forme volume, intégrée contre la mesure de Lebesgue hein, sur la variété. Mais là, on est dans un espace infinidimensionnel. Tous ces objets sont mal définis. Alors, bon, la procédure connue, standard, enfin, pour régler un petit peu le problème, c'est la théorie de la renormalisation. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est en dimension infinie? On va essayer de projeter sur des espaces de dimension finie. D'accord. Essayer de voir ce que ça donne sur ces espaces de dimension finie. Et puis après, on va faire tendre la dimension vers l'infini pour recouvrer tout l'espace. D'accord. Le problème, c'est que quand vous faites ça, en tout cas pour ce genre de problème, il y a des divergences qui apparaissent quand la dimension tend vers l'infini. Et il faut essayer de les contrôler. D'accord. Alors, si vous y arrivez, on dit que la théorie est renormalisable. Et si le contrôle des divergences est incurable, en général, on dit que la théorie est non renormalisable. En physique, souvent, ça sous-entend qu'il manque des particules dans le modèle. Pour contrôler un petit peu les divergences, il faut rajouter d'autres. Le modèle n'est peut-être pas le bon. Voilà. Alors, le problème de la gravité quantique, c'est qu'en 4 dimensions, justement, cette procédure elle est non renormalisable. En tout cas, si vous mettez le modèle standard couplé à la gravité, ça diverge. Il n'y a pas moyen de régulariser la théorie et de contrôler les divergences quand vous voulez repasser à la limite. Alors, en 2 dimensions, ça c'est pour la théorie physique, 4-dimensionnelle, la dimension physique. Alors, en dimension 2, il se passe un truc un petit peu plus sympathique, c'est qu'a priori, cette théorie est renormalisable. Voilà. Alors déjà, il y a 2 choses, c'est qu'en dimension 2, l'action d'Einstein-Hilbert, elle est triviale, parce que l'intégrale de la courbure sur la variété, le théorème de Gauss-Bonnet vous dit que c'est une constante topologique. Donc déjà, l'action d'Einstein-Hilbert est triviale. Mais ça ne veut pas dire que la théorie quantique est triviale, parce qu'en fait, ce que vous voulez comprendre, c'est la mesure dg, c'est le cœur des problèmes. En tout cas, des problèmes de renormalisation. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la dimension 2 rend le problème un petit peu plus régulier. Ça a principalement deux effets. Le premier, c'est que la théorie classique est relativement triviale, vraiment pour de bon trivial. Mais la théorie quantique est assez intéressante. Il y a eu pas mal de littérature sur le sujet. Et alors, notamment, ça a commencé avec un des papiers. Donc c'est un des papiers. Bon, si on peut mesurer l'importance aux citations, c'est un des papiers les plus importants de la physique théorique. C'est un papier de Polakov en 81. Qui en fait a considéré le cas où vous essayez de coupler la matière
la gravité a des champs de matière qui ont certaines symétries, on appelle ça des théories conformes des champs, d'accord? Elles ont des symétries d'invariance conforme. Et en fait, l'idée générale, mais vraiment à l'échelle générale, c'est la suivante. Donc vous n'arrivez pas à comprendre cette mesure dg, mais bon, je vais me placer dans le cadre de la sphère pour éviter tous les problèmes de non-trivialité de l'espace des modules. Essayer de garder l'exposé un peu plus simple, le plus simple possible. Donc sur la sphère, il y a une décomposition assez sympathique des métriques, c'est qu'en fait, vous pouvez considérer sur la sphère la métrique ronde, celle que vous connaissez, hein, qui a poids égal partout, la métrique canonique sur la sphère. Et en fait, n'importe quelle métrique sur la sphère, vous pouvez vous ramener donc, via un difféomorphisme et un changement de facteur conforme. Alors le facteur conforme, c'est l'exponentielle de phi qui est devant la métrique ronde. Vous pouvez toujours vous ramener à une décomposition de ce type-là. Moi, je m'imagine toujours comme une décomposition polaire des métriques. Donc en fait, l'idée de Polyakov, ça a été d'utiliser, ce que moi j'imagine comme une décomposition polaire des métriques, et regardez ce qui se passe dans votre intégrale fonctionnelle quand vous appliquez cette décomposition polaire. Et en fait, ce qu'a montré Polyakov, c'est que cette fonctionnelle, donc a priori compliquée, si vous faites un changement de coordonnées en polaire, elle se factorise. Donc c'est vraiment un produit de deux mesures a priori donc, indépendantes. Une qui va régir la loi du facteur conforme de la métrique, de la fonction phi, et l'autre qui est juste la théorie quantique classique, enfin standard, la théorie quantique standard du champ de matière. Parce qu'ici, il n'y a plus d'aléas par rapport à la métrique. G chapeau est fixé, c'est la métrique ronde. On l'intègre juste sur les champs de matière. Donc ça, c'est une théorie qu'a priori, vous savez définir, si vous étudiez le problème. Et là, vous avez une théorie, ce qu'on appelle théorie de Liouville, parce que l'action qui en résulte là, sur la loi du facteur conforme, c'est ce qu'on appelle la fonctionnelle de Liouville qui est ici. Alors, il s'avère que la mesure des phi qui est là, on la comprend un peu mieux. Et voilà, donc les physiciens ont travaillé sur cette théorie quantique de Liouville en se disant, bon, évidemment, il y a le problème de la mesure dg, mais a priori, d'après les travaux de Polyakov, ça se factorise, et si on regarde un modèle de la gravité quantique, ça serait ce produit tensorisé qui est là. C'est un peu plus abordable, et donc il y a eu pas mal de travaux dessus. Alors, voilà, donc là, il y a deux questions qui se posent, à mon avis, à partir de là. C'est la première, est-ce que vous pouvez donner une construction mathématique de la théorie de Liouville? À ce moment-là, vous pourrez construire un modèle pour la gravité quantique deux-dimensionnelle. Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous êtes capable de renormaliser la théorie? C'est-à-dire, a priori, vous avez cette mesure dg qui est compliquée, bon, même en dimension 2, est-ce qu'on peut la discrétiser? D'accord? Et essayer de remédier un peu au problème des divergences en dimension 2. Alors, il y a eu une approche probabiliste pour cette discrétisation, pour cette renormalisation de la mesure dg. En fait, ça a donné lieu à ce qu'on appelle des cartes planaires. Et moi, je vais vous expliquer dans la prochaine partie comment construire la théorie de Liouville directement continue. Et après, je vous expliquerai dans un deuxième temps les liens avec la discrétisation du problème et les cartes et les conjectures qui relient les deux. D'accord? Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là. Okay. Voilà, donc moi, ce que j'ai fait avec mes collaborateurs, c'est m'intéresser à la théorie quantique de cette action de Liouville. Alors, ce que je vais faire, c'est pour peut-être mettre un peu dans le bain, c'est que je vais faire un petit peu des rappels sur pourquoi est-ce que, initialement, la théorie de Liouville, enfin l'action de Liouville était importante en géométrie. Voilà, c'est parce qu'elle est très liée au problème d'uniformisation. Voilà, donc ce que vous avez, c'est quoi le problème de l'uniformisation? C'est que vous avez une variété de dimensionnelle, et vous avez une métrique dessus, G0 qui est a priori quelconque, d'accord? Et ce que vous voulez chercher, c'est une métrique conformément équivalente. Alors, conformément équivalente, peut-être rappeler que c'est juste une métrique. On dit que G est conformément équivalente à G0 si vous pouvez trouver un facteur donc, conforme. Si vous pouvez écrire G comme exponentielle phi fois G0, où phi est une fonction scalaire définie sur la variété, voilà, dans R. Donc, c'est juste multiplier par une fonction scalaire votre métrique et vous obtenez G. Voilà. Donc la question, c'est est-ce que vous pouvez trouver une métrique conformément équivalente à votre métrique initiale, et pour laquelle la courbure de Ricci est uniforme sur la variété. Voilà, ce qu'on appelle l'uniformisation. Alors, comment est-ce que vous trouvez cette métrique conformément équivalente? Mais en fait, il y a une relation assez simple de la courbure qui vous dit que si vous voulez trouver cette fonction phi, enfin, là je l'ai appelée x dans mes slides, pardon.
Donc voilà ce que j'ai écrit ici. Si vous voulez trouver cette fonction x, il suffit de résoudre cette équation ici, qu'on appelle l'équation de Liouville. Et à l'aide de manipulations assez simples sur la courbure, si jamais vous avez une solution à cette équation, c'est facile de voir que la nouvelle métrique que vous pouvez définir ici, elle vérifie courbure de Ricci égale moins mu. Okay. Alors, comment est-ce que vous résolvez en général cette équation de Liouville? Bon là, c'est vraiment, à l'échelle macroscopique, c'est pas toujours aussi simple, elle n'est pas toujours convexe, elle n'est pas toujours comme on veut, elle ne se comporte pas toujours comme on veut, cette fonctionnelle, mais disons que l'idée en général, c'est de regarder, donc maintenant, la fonctionnelle de Liouville, c'est pas pareil que l'équation, la fonctionnelle de Liouville, donc vous avez un truc qu'on espère convexe, dans le meilleur des cas, et vous cherchez à la minimiser. Si vous y arrivez, c'est facile de voir que les points critiques de cette action, c'est exactement les solutions de l'équation qui sont là. Okay. D'accord. Voilà. C'est un petit rappel pour vous dire qu'en fait, c'est vraiment lié à l'uniformisation des surfaces. Alors, donc moi, je vais essayer de vous expliquer donner quelques idées comment construire la théorie quantique des champs. Donc, je vais me placer dans le cadre où la mesure que je considère sur la sphère, c'est juste la métrique ronde. Donc, en fait, je vais projeter la sphère sur le plan, d'accord, projection stéréographique. Et en fait, le push de cette métrique, ça vous donne ce qu'on appelle la métrique ronde sur le plan. D'accord. Elle est uniformisée, elle a courbure de Ricci égale à 2. Donc, c'est plus facile de construire la théorie des champs sur cette métrique-là, mais vous pouvez le faire de façon générale. Et voilà. Et donc, vous regardez la fonctionnelle de. Enfin, vous voulez construire la théorie quantique des champs de Liouville. Hein, donc, formellement, c'est cette mesure-là sur l'espace des fonctions qui vont de la sphère dans R. D'accord. Et en fait, mon dx, dx, globalement, c'est la mesure uniforme sur les applications qui sont définies sur la sphère. Alors, en fait, par mesure uniforme, il faut. Bon. Je ne vais pas trop expliquer ce que c'est cette mesure uniforme, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, ce que veulent les physiciens, c'est qu'il faut, par exemple, vous imaginiez une décomposition de vos applications sur par exemple, une base des vecteurs propres du Laplacien. C'est une base L2 de ces fonctions-là. Et il faut que sur chaque composante, vous avez une base orthonormée, vous pouvez décomposer chaque fonction suivant en coefficient de Fourier suivant cette base-là. D'accord. Et il faudrait que vous mettiez la mesure uniforme sur chaque coefficient. Alors vous savez qu'en maths, c'est mal défini ces objets-là, mais il va se passer des trucs qui font qu'on va quand même s'en sortir à l'aide de méthodes probabilistes. Je vais vous expliquer comment. Est-ce que voilà. Alors ici, ça c'est la version. Ouais, c'est la version probabiliste. En fait, ce qu'on peut faire, je ne vous ai pas dit quelque chose. En fait, je vais revenir un slide avant. Je voudrais préciser une chose. À ce niveau-là, je vous ai dit que ça se factorisait. Enfin, Polyakov a montré qu'il y avait une factorisation. Et en fait, je ne vous ai pas parlé du bêta qui est là. D'accord. C'est ce qu'on appelle la température en physique. C'est la température à laquelle vous allez regarder votre loi de proba. En fait, cette température-là, elle dépend d'un seul paramètre qui est lié au modèle de matière qui est là. Et vous pouvez absorber le paramètre bêta qui est là dans l'action de Liouville, quitte à changer un peu les coefficients qui sont là. C'est pour ça que l'action que je vous ai mise juste après, elle ne correspond pas exactement à celle-là. Vous verrez un Q ici, une constante Q ici, et un gamma ici. En fait, ça revient juste à absorber la constante dans l'action de Liouville via un changement de variable sur le grand X. Okay. Voilà, juste une petite précision. Voilà, donc je reviens ici. Le gamma, en fait, c'est, donc, comme je vous le disais, vous absorbez la température et vous vous retrouvez avec un paramètre additionnel ici. La constante a changé ici. Voilà. Donc vous voulez construire cette théorie des champs. Alors déjà, pour commencer, l'idée, c'est la suivante. C'est que si jamais vous réécrivez votre mesure, vous apercevez que vous avez un terme sympathique dans votre action, c'est ce gradient carré ici. Parce que, en gros, normalement, ça représente une norme hilbertienne sur un certain espace. Et à chaque fois que vous avez ces exponentielles de normes hilbertiennes, intégrées contre une mesure plus ou moins uniforme, ça correspond à des mesures gaussiennes. Donc la première chose que vous avez à faire, c'est de comprendre cette mesure gaussienne, la définir proprement. Et donc en plus, ça vous évitera tous les problèmes liés à une définition précise de la mesure dx. Le dx, il n'existe pas vraiment en tant que mesure. Par contre, tout cet objet-là, lui, il existe. Parce que ça va,
l'effet de la norme hilbertienne, ça va être un petit peu de compactifier votre espace et de donner un sens à cette mesure-là. Alors, c'est quoi cette mesure gaussienne? Voilà, déjà, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire un petit rappel assez basique en probabilité, mais ça pourrait aider pour comprendre la suite. Voilà, si vous avez... donc là, si vous avez une matrice A qui est définie positive sur Rn, et si vous regardez cette densité de proba, donc là, il y a sûrement un -1 que j'ai oublié de mettre ici. Si vous regardez cette densité de proba qui est là, ça vous donne une mesure gaussienne sur Rn. Donc sa masse, c'est le déterminant de A à la puissance -1,5. Et en fait, donc cette mesure, elle n'est pas normalisée. Et si jamais vous la normalisez par sa masse, d'accord, eh ben, ça vous donne une variable aléatoire gaussienne sur Rn hein, qui a pour covariance A-1. D'accord. Donc si vous regardez votre problème, maintenant ici, ça ressemble à peu près à la même chose. D'accord, vous avez une sorte de mesure uniforme sur les fonctions. Ici, en fait, vous avez l'opérateur A qui correspond à -1 qui correspondrait au Laplacien, d'accord, si vous faites l'intégration par partie. Et donc, si vous faites une pure analogie, cette intégrale-là, d'accord, elle a une masse qui est donnée par le déterminant du Laplacien à la puissance 1,5. Et si vous la renormalisez, ça doit vous donner une distribution gaussienne sur les applications qui sont définies de R2 à valeur d'un R. Et son noyau de covariance, d'accord, son noyau de covariance, ça doit être l'inverse du Laplacien. Alors ça, c'est vraiment purement par analogie. Ça va? Alors, il y a plusieurs choses il y a plusieurs problèmes, hein, si jamais vous voulez faire ça. La première, c'est que le déterminant du Laplacien, en fait, c'est le produit des valeurs propres. Le produit des valeurs propres, a priori, pour le Laplacien, dans dimension 2, ça diverge assez fortement. D'accord? Alors ça, il y a eu beaucoup de procédures de régularisation pour ces objets-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des méthodes spectrales, on régularise des fonctions de zeta. Et ça a été la source de pas mal de travaux par Singer, Polyakov et puis après Sarnak. Il y a des gens qui ont travaillé mathématiquement pour donner un sens à cette chose-là. Et en fait, vous pouvez donner un sens au déterminant du Laplacien. D'accord ? La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est que le Laplacien, ce n'est pas un opérateur inversible. Il se comporte assez mal par rapport aux constantes. Les constantes, elles sont dans le noyau. Et en fait, vous ne pouvez pas inverser ce Laplacien tel quel, donc il faut faire un petit peu attention. Et en fait, ça a été ce problème de constante, je reviendrai par la suite, mais ça a été en fait un peu l'écueil du premier papier qu'il y a eu sur la construction mathématique rigoureuse de la théorie de Liouville. Donc c'était par Albeverieux, Krohn et collaborateurs. Donc, ils ont un petit peu mal géré les constantes là-dedans. Ils ont donné une théorie qui n'avait pas les symétries attendues. J'en reparlerai par la suite. Voilà, donc alors, si vous voulez faire les choses un petit peu plus proprement, en fait, il faut conditionner, il faut fixer la constante pour ce qu'on appelle, pour le Laplacien. Et en fait, de toute façon, c'est standard, ce que vous pouvez faire en proba, c'est fixer la constante en imposant à votre champ d'être de moyenne nulle, ce qu'on appelle. Et donc là, vous obtenez un champ qui est bien connu en probabilité qui s'appelle le champ libre gaussien avec moyenne nulle. Voilà, c'est une variable aléatoire, ça serait important pour la suite. Cette gaussienne que vous obtenez, donc, il faut l'imaginer comme une fonction aléatoire gaussienne. Mais le problème de cette fonction aléatoire gaussienne, c'est que ce n'est pas vraiment une fonction. Elle est mal définie en tant que fonction, elle vit dans un espace de distribution. D'accord ? Mais il faut vraiment l'imaginer comme une fonction aléatoire gaussienne. Donc voilà, en fait, elle vit dans des espaces de Sobolev avec exposant négatif. Et ensuite, il faut donc ça, c'est le champ libre gaussien, c'est celui que vous avez là, si vous voulez comprendre votre intégrale ici. Et en fait, après, il faut intégrer sur les niveaux du champ. Donc ça, c'est la moyenne du champ. Lui, elle est fixée à 0, mais après, il faut sommer sur les moyennes possibles. Et comme le Laplacien, il ne voit pas les constantes, il faut intégrer par rapport à la mesure de Lebesgue. Si vous faites les choses correctement, en fait, cette intégrale gaussienne, donc ça, vous avez ici le terme de masse, divisé par le volume à cause des problèmes de constantes. Ici, vous avez le champ libre gaussien avec de moyennes nulles, que vous avez shifté par rapport à la mesure de Lebesgue pour évaluer toutes les moyennes possibles du champ. Voilà. Et donc ce champ libre gaussien, après, on s'est assez bien travaillé avec lui, notamment on connaît son noyau de covariance, qui est une expression explicite pour ce type-là. C'est la fonction de covariance, c'est la fonction de Green du Laplacien sur la sphère.
Vous avez des questions sur cette partie-là? Bon, on passe à la suite. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est que, modulo quelques problèmes il faut faire attention avec les constantes. En fait, cette mesure gaussienne, c'est un objet bien connu des probabilistes. Donc, une fois que vous l'avez isolé, vous pouvez lui donner un sens. Donc, vous avez une mesure, et cette mesure, après, vous voyez ce qui vous reste dans l'action comme une sorte de dérivée de Radon-Nikodym. Et en fait, donc, il y a deux termes ici. Il y a le terme de courbure, et en fait, il y a le terme de potentiel exponentiel. Alors, le terme de courbure, il faut savoir que, donc, comme j'ai pris la métrique ronde, en fait, le terme de courbure est constant. D'accord, il vaut 2. Et donc, en fait, vous avez juste, modulo une constante, à évaluer la moyenne du champ X sur la sphère. Mais la moyenne du champ X, en fait, on a vu que c'était une constante qui était distribuée comme le beg, plus un champ libre gaussien de moyenne nulle. Donc, la moyenne du champ libre gaussien ne va pas être difficile à calculer, c'est 0. Il ne vous reste plus que cette constante distribuée comme le beg, qui va sortir de ce terme-là. Par contre, après, ici, vous avez ce terme exponentiel, où en fait, ici, qui va être un petit peu plus compliqué ici, je vous ai dit, sous la mesure gaussienne, la fonction x qui est là, c'est une distribution. Donc vous avez à évaluer l'exponentielle d'une distribution. Donc l'exponentielle d'une distribution, c'est assez mal défini en maths. Donc là, il y a une théorie pour définir des exponentielles de distribution d'un point de vue probabiliste, qui est la théorie de Kahan. Je vais vous faire un petit résumé dans le slide suivant. Donc la vraie question, c'est comment vous définissez l'exponentielle d'une distribution dans le cas où la distribution, c'est un champ libre gaussien. Voilà, donc la théorie de Kahan, c'est la suivante. Donc ça repose, c'est un peu de la théorie de la renormalisation. Vous avez votre champ libre gaussien, donc c'est cette fonction gaussienne qui se comporte assez mal. Et l'idée, c'est de la régulariser. Donc vous faites, par exemple, la version la plus naturelle pour régulariser une fonction qui est un petit peu sauvage. Vous faites une convolution avec une fonction à support compact qui est smooth, tout ce que vous voulez, à l'échelle epsilon, et ça vous donne un champ gaussien qui, lui, est très régulier, et que j'appelle xg epsilon. Et ce que vous faites, après, une fois que vous avez régularisé votre champ, c'est de regarder cette exponentielle de régulariser. Et alors, en fait, il s'avère que cet objet-là, il diverge, mais on arrive assez bien à identifier la divergence. Il faut contrôler la divergence avec un facteur puissance de epsilon, de l'échelle de régularisation. En fait, vous trouvez le facteur de renormalisation juste en prenant l'espérance qui est là. Parce qu'en fait, si vous calculez l'espérance, c'est assez facile. Vous avez l'espérance d'une exponentielle de gaussienne à calculer. Ça, c'est faisable. Vous intégrez par rapport à une mesure qui est connue, enfin, c'est la mesure sur la sphère, et vous trouvez que ça diverge à la vitesse epsilon moins gamma carré sur 2, et donc vous remettez le epsilon qui manque devant, et vous arrivez à contrôler la divergence. Après, donc, il faut un petit peu travailler, mais vous dites qu'a priori, vous avez de façon grossière identifié la divergence. Et après, la théorie de Kahan, c'est de montrer que vous pouvez la contrôler effectivement, que si vous renormalisez par ce facteur grossier, vous arrivez à converger. Alors, il se passe une chose, c'est qu'en fait, ça ne marche pas pour toutes les valeurs de gamma possibles. La température va jouer un rôle important. Si la température est petite, effectivement, vous convergez vers un objet qui est non trivial. Parce qu'une fois que, si jamais vous divergez, ce n'est pas très grave, vous pouvez essayer de contrôler la divergence. Mais si vous contrôlez la divergence et que vous obtenez 0 à la limite, ce n'est pas très intéressant. D'accord ? Donc en fait, la théorie de Kahan montre qu'il y a une transition de phase. En fait, cet objet converge vers un objet non trivial que si gamma est plus petit que 2. Vous obtenez 0 si la température est trop grande. Et en fait, bon, ici, ça vous donne une mesure aléatoire. Cet objet-là, à la limite, ça vous donne une mesure aléatoire, donc je l'appellerai m gamma par la suite. Il faut savoir que c'est un objet qui est très fractal. C'est une mesure en fait, qui a son support non pas topologique, mais au sens de dimension de Hausdorff qui porte tous les points de la mesure. D'accord ? Il a dimension de Hausdorff 2 moins gamma carré sur 2. Donc, ce qu'on appelle le carrière pour les. Donc la dimension de Hausdorff de la mesure m gamma, c'est 2 moins gamma carré sur 2. Pour la mesure de Lebesgue, ça serait 2. Et vous voyez que plus la température augmente, plus on s'éloigne de 2 pour arriver à 0 quand gamma égale 2 au niveau de la transition de phase. Donc c'est un objet fractal. En fait, on peut montrer aussi que les boules, la croissance des boules à chaque point de l'espace varie suivant certains exposants qui sont régis par des lois probabilistes. Donc c'est vraiment un objet très fractal.
On dit même multifractal. Voilà, voilà, donc au final, ce que vous arrivez à faire, c'est à définir le terme exponentiel à l'aide d'un volume d'une quantité probabiliste. Ça traite le terme exponentiel à l'aide de la théorie de Kahan. Le terme de courbure, il se réduit à une expression assez simple. Et au final, vous avez une espérance par rapport à un champ libre gaussien. Ça vous donne la mesure de Liouville se réduit à cette expression qui est là. Et donc, ça vous permet de commencer un petit peu à travailler avec. Alors, la première question que vous posez quand vous avez une mesure, c'est est-ce que sa masse est finie? Alors ici, ce n'est pas dur de comprendre pour plusieurs raisons pourquoi la masse va être infinie. La première chose, c'est que l'action de Liouville possède des propriétés d'invariance conforme, et ce qui fait qu'en fait, il va en être de même pour la mesure que vous avez là. Et donc, vous avez tout un groupe de symétrie qui est PSL2 de R2, donc toutes les Möbius, et ce groupe de symétrie, il a un volume infini. Donc, a priori, la première raison qui fait que ça va diverger, c'est que vous avez un groupe de symétrie infini, enfin de volume infini, donc il y a des chances que cette masse-là soit infinie. La deuxième chose que le deuxième argument qui est assez clair aussi, c'est que vous pouvez poser la question, quels sont les minima de l'action de Liouville sur la sphère? Donc si jamais vous revenez au premier slide que je vous ai fait sur l'uniformisation, le minimum de votre action de Liouville, ça va être une métrique sur la sphère qui a courbure négative. D'accord? En fait, il n'y en a pas sur la sphère. Donc il n'y a pas de minimum pour votre fonctionnel sur la sphère. Donc en fait, ça veut dire que votre action, elle n'est pas bornée inférieurement sur la sphère. Et donc s'il n'y a pas de minimum, il y a des chances que la mesure, elle soit infinie. D'accord? Il faut plus ou moins que la densité de probabilité soit bornée pour espérer pouvoir l'intégrer. Donc en fait, cette mesure, elle a une masse infinie. Mais c'est un phénomène connu en physique, c'était attendu sur la théorie de Liouville. Alors, ce n'est pas vraiment un problème, en fait. Ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser par la suite. Ce qui va nous intéresser par la suite, c'est ce qu'on appelle plutôt les fonctions de corrélation. Donc en théorie quantique des champs, une fois que vous avez une mesure, ça vous définit une fonction aléatoire. Et ce que vous voulez regarder, c'est ces fonctions de corrélation, en fait, c'est un petit peu les cumulants du champ aléatoire. Il faut le voir comme les cumulants du champ aléatoire. Et nous, ce qu'on va regarder, c'est les cumulants du champ aléatoire, donc les fonctions de corrélation. Et on va voir qu'en fait, pour des raisons très géométriques, elles existent. Donc les fonctions de corrélation, donc vous avez une mesure sur les fonctions, et vous voulez intégrer ces choses-là, qu'on appelle les opérateurs de vertex. Alors, vous voulez regarder si ces exponentielles qui sont ici sont intégrables par rapport à cette mesure-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux fonctions de corrélation? Déjà, en fait, c'est les observables les plus naturels que vous ayez en physique d'une théorie quantique des champs. Et la deuxième raison, donc ça c'est l'aspect pratique, et l'aspect théorique, c'est qu'en général, il y a des bonnes raisons de croire, si votre théorie possède assez de symétrie, il y a de bonnes raisons de croire que vous puissiez obtenir des formules exactes pour ces fonctions de corrélation. Voilà, donc c'est un objet que les physiciens regardent naturellement. Et en fait, vous pouvez... Donc ici, il y a aussi un problème de définition. Ça, c'est une distribution, donc l'évaluer en un point, c'est pas très rigoureux. Donc ce que vous faites, à nouveau, vous régularisez, puis vous essayez de passer à la limite. Et si vous y arrivez, vous avez défini ce qu'on appelle les fonctions de corrélation. Alors pour ces fonctions de corrélation, en fait, il y a un théorème qui vous dit qu'elles existent si et seulement si le poids des exponentielles sont tous assez petits et si leur somme est assez grande. C'est ce qu'on appelle en physique les bornes de Seiberg. Et je vais essayer de vous expliquer par la suite. C'est vraiment en relation avec des théorèmes de géométrie des surfaces. Donc si jamais, c'est assez facile de voir, si la somme doit être plus grande que 2Q avec une somme de poids qui sont tous plus petits que Q, il en faut au moins 3. D'accord ? Donc il faut au moins mettre 3 produits d'exponentielles. A priori, là, les places, ça c'est les points où vous mettez vos opérateurs, et ça c'est le n ici, c'est le nombre d'opérateurs que vous choisissez de mettre. Ces choix sont arbitraires. Mais pour que cette intégrale soit finie, ce que les bornes de Seiberg vous disent, c'est qu'il faut en mettre au moins 3. C'est assez lié. En fait, pourquoi 3 points? Si vous regardez ça de façon géométrique, je vous ai dit votre mesure, elle est invariante par PSL2. Comment est-ce qu'on fixe le degré de liberté par rapport au Möbius? Il faut au moins fixer 3 points. Donc c'est lié à ces problèmes de symétrie.
Et vous avez exactement le même problème en géométrie classique. Je vais en dire un mot juste après. Voilà, donc en géométrie, donc ce théorème quantique, en fait, c'est vraiment l'analogue d'un théorème bien connu en géométrie classique. Donc si vous oubliez ce terme-là, je vous ai dit, ça c'est l'équation de Liouville. Vous cherchez une métrique à courbure négative sur la sphère si votre mu est positif. Donc on a un mu positif. Si jamais vous oubliez ce terme-là, vous avez l'équation de Liouville. Il n'y a pas de minimum sur la sphère. Alors après, la version, donc ça c'est vraiment lié aux travaux de Malchiodi. Qu'est-ce qui se passe si dans le terme de droite, on rajoute des Dirac? Ce qu'on appelle les sources dans l'équation de Liouville. En fait, ça revient à chercher une métrique sur la sphère qui a courbure moins mu sur toute la sphère, excepté au point ZI que vous avez placé là. Et en ces points-là, vous allez imposer des divergences logarithmiques pour la fonction x qui sont proportionnelles à alpha i fois le log. Donc c'est ce qu'on appelle des surfaces avec des singularités coniques. Donc ça a été un des premiers travaux importants sur le sujet, ça a été les travaux de Troyanov. Et en fait, ce que Troyanov vous dit, c'est que sur la sphère, si jamais vous voulez trouver une métrique à courbure négative avec des singularités coniques prescrites, il faut placer au moins 3 singularités. Et c'est lié à ces problèmes d'invariance par PSL2. Donc c'est vraiment l'analogue, ce théorème, il faut vraiment le voir comme l'analogue quantique des premiers travaux de Troyanov sur le sujet pour la géométrie classique. Alors en fait, on pourrait pousser l'analogie un peu plus loin, je ne vais pas le faire dans mon exposé, mais après, vous savez peut-être que pour l'étude de ces surfaces minimales, on peut conditionner par rapport au volume. Au niveau classique, on travaille avec des fonctionnels un peu plus compliqués, on doit minimiser des fonctionnels de Moser-Trödinger, ce genre de choses. Et en fait, on peut prouver exactement les versions quantiques de ces inégalités de Moser-Trödinger, exactement avec cette théorie des champs. Donc il y a vraiment une analogie très forte entre ce qui se passe au niveau géométrique et ce qui se passe au niveau quantique. Voilà. Donc je peux vous expliquer juste un petit peu comment ça marche. En fait, pourquoi est-ce que cette intégrale est finie? Alors vous allez voir que les arguments assez... moi, ça m'avait frappé quand on avait fait ça, c'est qu'on connaissait les travaux de Troyanov, les arguments étaient géométriques, et on obtient des résultats complètement similaires, mais avec des méthodes purement probabilistes. Voilà, donc en fait, si vous regardez ces fonctions de Corel, au moins de façon formelle, c'est ce produit-là. Si on oublie tous les problèmes de régularisation, c'est ce produit-là. Là, vous avez l'espérance par rapport à un champ X qui est gaussien. Et il y a un théorème, un petit que je vous rappelle, je ne connais pas tout le background de l'audience, mais il y a un théorème qui est assez standard en probabilité. C'est qu'en fait, les exponentielles, quand vous mettez une exponentielle d'une gaussienne dans une espérance, on sait assez bien comment ça se passe, ça s'appelle le théorème de Girsanov. C'est-à-dire que donc vous prenez une espérance et vous la pesez avec une gaussienne devant, l'exponentielle d'une gaussienne, et en fait, ça vous dit que vous pouvez vous débarrasser de cette exponentielle pourvu que vous rajoutiez un terme déterministe au champ que vous regardez. Alors qu'est-ce qui se passe là-haut? Vous avez des exponentielles, vous pouvez vous en débarrasser pourvu que vous rajoutiez des covariances à votre champ. Je vous rappelle que votre champ il est caché dans la mesure m gamma. La mesure m gamma, c'est l'exponentielle de gamma fois le champ. Donc si vous shiftez un petit peu votre champ dans l'exponentielle ici, ça vous donne l'exponentielle des corrélations. Et donc l'exponentielle des corrélations, c'est l'exponentielle des fonctions de Green. Donc si vous appliquez juste un théorème assez élémentaire de probabilité, vous retrouvez donc, avec votre intégrale par rapport à la mesure m gamma qui est le chaos de Kahn. Et ici, vous avez cette somme de fonctions de Green. Alors les singularités de la fonction de Green, quand x se rapproche de zi, on les connaît. C'est vraiment des lois puissance de ce type-là. Donc en fait, vous avez une singularité et vous devez l'intégrer par rapport à un objet multifractal. Mais ce que vous faites, pour savoir si c'est vraiment intégrable, vous faites de l'analyse multifractale de cette mesure. Et ça vous dit que en fait, l'exposant ici, il se comporte, pourvu qu'il ne soit pas trop grand, alors cette mesure va l'intégrer. Et pas trop grand, ça vous dit que alpha i doit être plus petit que q. C'est la première borne de Seiberg. Ce qui explique pourquoi chaque poids ne doit pas être trop grand. Et en fait, dans les papiers de Troyanov, la borne qu'il a lui, il a aussi une borne sur les singularités coniques. C'est vraiment en analogie parce qu'il vous dit qu'en fait la singularité, donc lui regarde des singularités de ce type-là, il y a juste l'alpha i, ça vous dit que les alpha i doivent être plus petits que 2, ils doivent être intégrables par rapport à la mesure de Lebesgue sur la variété. Donc c'est vraiment
en analogie, c'est juste qu'au niveau quantique, vous ne regardez plus la mesure de Lebesgue, mais cet objet probabiliste qui est le chaos de Kahn. Voilà. Et après, pourquoi est-ce qu'on doit avoir une somme des poids qui est plus grande que 2Q? Donc vous avez cette grosse intégrale fonctionnelle qui est un petit peu compliquée, mais vous savez que là où vous allez identifier cette condition, c'est oublier tout ce qui est probabiliste et regardons juste l'intégrale déterministe par rapport à Lebesgue. Donc traitez toutes les quantités probabilistes comme des constantes, ça vous la traitez comme une constante. Donc vous vous retrouvez juste avec cette intégrale-là. Et avec ici les sommes des poids qui est là, et vous vous retrouvez avec une simple intégrale qui comporte juste sur l'intégration de la constante, qui porte juste sur l'intégration de la constante. Et vous vous demandez quand est-ce que cette intégrale-là est finie. En fait, bon là c'est facile de voir. Donc en plus, quand c tend vers plus l'infini, là l'exponentielle va contrôler divergence. Par contre, quand c tend vers moins l'infini, vous avez ce facteur-là qui domine. Il faut que ça soit positif. D'accord? Donc vous retrouvez la condition que somme des alpha i doit être plus grande que 2q. Donc c'est vraiment l'intégration sur les niveaux du champ, les lignes de niveau du champ, qui vous donne la deuxième condition de Seiberg. Voilà. Donc une autre. Alors après, une fois que vous avez construit ces fonctions de corrélation, il y a plein de théorèmes que vous pouvez retrouver pour reconstruire toute l'axiomatique de la théorie conforme des champs. En fait, j'en donne juste un, parce qu'il illustre, à mon avis, une idée. C'est l'idée que le monde quantique, il est très fractal, enfin même multifractal. En fait, la question, c'est très simple. Ici, vous avez, donc ces objets-là, ce sont les fonctions de corrélation du champ. La question que vous pouvez vous poser, c'est que sur la sphère de Riemann, il y a des automorphismes. Comment se comportent ces fonctions de corrélation par rapport aux automorphismes? D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous déplacez les points avec une Möbius sur la sphère? La formule KPZ, elle vous dit que vous allez retrouver exactement les mêmes fonctions de corrélation fois des facteurs. Donc, ici, vous avez la dérivée de la Möbius à certains exposants. En géométrie classique, d'accord, il y a une notion équivalente, hein, c'est comment bougent des champs de tenseurs quand vous changez de coordonnées. Et en géométrie classique, vous savez que les exposants, en général, on regarde les exposants de phi' et phi' bar, et ici, vous avez des puissances entières. Là, vous avez tout un panel de tous ces deltas qui sont ici, en fait, ça évolue complètement dans R. Donc vous avez tout un spectre d'exposants qui ne sont pas forcément sur les entiers. Et ça vous dit qu'en fait, ces objets-là, ils bougent comme des fonctions qui sont très fractales, comparées à la géométrie classique. Voilà, donc c'était juste pour illustrer cette idée-là que je vais vous donner ce théorème. Et maintenant, voilà, une fois que je voulais faire maintenant le lien avec les probabilités, vous avez une mesure. Et cette mesure, si jamais vous savez, donc voilà, la mesure qui est là, je vous ai expliqué comment la construire. Je vous ai dit que si jamais vous mettiez des opérateurs de vertex, vous obteniez une mesure finie. Cette mesure-là intègre ces poids-là. Et une fois que vous avez une mesure finie, là, pour un probabiliste, vous êtes content parce que si vous renormalisez par la masse, vous avez une loi de proba. Et à partir du moment où vous avez une loi de proba, vous pouvez regarder des variables aléatoires. Donc par exemple, je vous donne juste un exemple, vous pouvez regarder le volume, on appelle ça de l'univers dans ce contexte-là, le volume de l'univers. Quelle est la loi du volume de l'univers si vous avez inséré assez d'opérateurs? Donc ça vous donne une expression fonctionnelle qui est là. Donc vous voulez chercher, donc le Z, c'est la loi de l'espace, la mesure de l'espace, la forme volume sur votre espace, pour être précis. Si jamais vous la traduisez en termes d'intégrale fonctionnelle, ça vous donne cet objet-là. Hein, c'est standard en probabilité de regarder les formes linéaires, de voir votre mesure comme une forme linéaire. Et en fait, il s'avère qu'avec cette théorie, vous arrivez à obtenir des expressions assez explicites, pour la loi de l'espace, par exemple. Vous avez, donc je vous ai donné juste un exemple. Vous pouvez traduire dans votre modèle la forme volume de l'espace en termes uniquement du chaos de Kahn. Donc c'est un objet probabiliste que vous pouvez simuler, vous pouvez calculer des choses dessus. Donc ça vous dit qu'en fait, votre volume, modulo un facteur qui va un petit peu changer votre loi gaussienne. Le volume de l'univers, c'est une loi gamma qui est indépendante d'une mesure renormalisée. Donc ça veut dire que le volume total de l'espace, il suit une loi gamma. Et ce volume total de l'espace, qui est une loi gamma, vous pouvez le multiplier par une mesure qui lui est indépendante et qui a volume 1. Ici, c'est une mesure renormalisée par sa masse. Et là, vous distordez juste un petit peu la mesure gaussienne. Ce n'est plus l'expérience par rapport à une gaussienne, mais
ça vous donne un facteur explicite. Voilà, bon, peu importe la formule exacte, l'idée c'est qu'on peut arriver à trouver des formules exactes, et je vais utiliser cette expression pour le volume pour faire le lien avec les cartes. Donc, voilà, donc il y a eu différentes approches hein, sur le sujet. Je vais faire juste un petit récapitulatif. Donc en fait, pour la construction rigoureuse de la théorie de Liouville, donc il y a eu plusieurs papiers sur le sujet. Le premier, donc, c'était celui de Albeverio, Kreun, Paccia et Scarlatti, c'était les années 90. C'est une approche probabiliste qui fait aussi intervenir la mesure gaussienne, mais en fait, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y avait un problème avec l'intégration sur les constantes, et leur théorie n'était pas invariante conforme. Donc, c'était un début de progression donc, dans le domaine. Après, alors, il y a eu une approche complètement différente par Takhtarian, donc dans les années 93. Donc, c'est une approche géométrique, c'est vraiment dans l'esprit, je pense, de ce qu'a fait Alain Kohn pour quantiser le modèle standard avec la gravité. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez une exponentielle d'un volume à renormaliser. Et ce que vous faites, c'est que vous dites, bon, peut-être qu'on n'arrive pas à renormaliser l'exponentielle du volume, mais je vais développer en série l'exponentielle. Je vais traiter une série infinie. Alors, ce qui se passe, c'est que la série diverge, d'accord ? Mais je vais la traiter comme une série formelle et arriver à voir si je peux travailler avec. D'accord ? Donc, c'est une série formelle divergente et je vais essayer de travailler avec. Alors, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans les travaux dans l'école, mais dans les travaux de Takhtarian, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment une perturbation de la théorie classique, ce qui fait que vous ne retrouvez pas toutes les corrections quantiques à la théorie de Liouville. Tous les exposants qu'il trouve, toutes les conditions que je vous ai données dans le domaine quantique, lui, il retrouve les mêmes que dans le cadre classique. Donc cette série formelle, vous pouvez lui donner un sens, mais vous ne capturez pas vraiment les effets quantiques dans votre théorie. Voilà. Et après, donc, il y a eu notre construction. Donc, des choses que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, ça se généralise à d'autres types de surfaces de Riemann que la sphère. Moi, je vous ai pris les difficultés sont différentes. Sur la sphère, il y a les problèmes d'invariance par PSL2, mais on n'a pas de problème lié à la non-trivialité de l'espace des modules. D'accord ? Si vous pouvez vous pouvez aller faire la même construction sur les tors, sur les surfaces de genre plus grand. Mais après, donc, les problématiques sont différentes. Vous construisez une théorie des champs pour chaque module, et à la fin, il faut savoir si vous êtes intégrable par rapport à l'espace des modules. Donc, on l'a fait pour les surfaces de genre plus grandes que 2, et puis pour les tors séparément, il y a des phénoménologies un petit peu différentes. Mais par contre, on retrouve tous les exposants de la physique. Donc, plutôt pas mal pour un début. Alors, je dis pour un début parce qu'en fait, ce qui est vraiment important, comme je vous l'ai dit dans les théories des champs, c'est de calculer des quantités exactes. D'accord ? Vous voulez une science prédictive un petit peu, d'accord ? Donc il faut calculer des quantités exactes, et le principal objectif de cette théorie, là, c'est vraiment la construction de la théorie des champs. Si vous voulez aller au bout du programme, le but d'une théorie des champs, c'est de calculer d'avoir une expression exacte pour les fonctions de corrélation. Donc en physique, il y a une conjecture, c'est ce qu'on appelle la formule de Dawes. Donc c'est Dorn, Otto et les frères Zamolodchikov. Donc qui donne une expression explicite en termes de fonctions hypergéométriques. Donc qui est importante parce qu'en fait, si vous regardez votre champ de matière dans le monde quantique couplé à la gravité, cette formule de Dawes, elle va exactement vous dire précisément, donc de façon quantitative, comment vont se comporter tous ces champs de matière quand ils sont couplés à la gravité, juste en sachant comment ils se comportent quand il n'y a pas de gravité du tout dans le modèle. Donc il y a plein de théories quantiques des champs qu'on sait définir, calculer quand on ne parle pas de gravité. Dans le cas 2D, si vous connaissez cette formule Dawes, vous pouvez dire de façon exacte comment ça va se comporter dans le monde quantique. Donc c'est important pour cette raison-là. Et ce qui est aussi frappant, c'est l'analogie avec la géométrie. C'est qu'en fait, il y a eu un programme qui a été développé, ce qu'on essaie dessus avec des collaborateurs, ce qui s'appelle la théorie BPZ, pour calculer exactement cette formule Dawes. Et en fait, si vous regardez l'historique de la théorie BPZ, si vous reprenez le programme d'uniformisation de Poincaré, avec l'introduction du stress tensor, du tenseur d'énergie, en anglais le stress tensor, vous le mettez dans l'équation de Fuchs, et puis après vous essayez de reconstruire l'uniformisante à partir de là. Et bien, la théorie BPZ, c'est exactement l'analogie, mais dans le monde, dans la géométrie quantique. C'est vraiment
inspiré du programme de Poincaré dans cette direction. Voilà, alors, on a commencé à quelle heure? À demi. D'accord. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu quelle a été l'approche développée pour discrétiser la gravité. Voilà, alors en fait, quand vous avez une surface, une idée naturelle pour la discrétiser, c'est de la trianguler, d'accord? Donc, la trianguler, là, je vous donne une chose horrible, mais en fait, vous avez des triangles, vous essayez de les coller le long de leurs arêtes, d'accord? Une fois que vous avez fini votre collage, vous obtenez une certaine topologie, d'accord? Si vous avez refermé votre surface, vous avez une certaine topologie, et moi je vais m'intéresser aux triangulations de la sphère, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez fait votre collage avec des triangles, et à la fin, vous avez quelque chose qui est une tête peut-être un peu horrible, mais ça a la topologie d'une sphère, d'accord? Voilà. Alors, il y a pas mal de symétrie dans ce problème, c'est-à-dire que ce qu'on veut avoir à la fin, c'est un objet purement combinatoire. Ici, vous pouvez déformer un petit peu votre collage à certains endroits, vous allez obtenir quelque chose qui est de façon combinatoire exactement la même chose. Donc vous allez quotienter donc, toutes ces configurations de triangles possibles par les homéomorphismes de la sphère qui vont préserver l'orientation des angles. Et en fait, une fois que vous avez fait ce quotient-là, vous obtenez un nombre fini possible de triangulations, qui ont exactement une face. Si vous avez appliqué donc, ce quotient-là, c'est... Alors pourquoi ce quotient-là? Parce qu'en fait, en physique, vous voulez être invariant votre théorie invariante par reparamétrisation, et au niveau discret, l'invariance par reparamétrisation, c'est quotienté par rapport aux homomorphismes qui préservent l'orientation. D'accord? Voilà. Donc vous avez votre surface, vous la discrétisez avec des triangulations, vous quotientez par les symétries attendues, et vous obtenez un nombre fini possible de configurations telles que ça à une face. Alors quand vous êtes un probabiliste, vous êtes vraiment content quand vous avez un nombre fini d'objets, parce que là, c'est très facile de poser des lois de proba dessus, qui sont bien définies. D'accord? Voilà, donc ça, c'est les triangulations. Alors l'idée générale, c'est la suivante. Si vous avez quelque chose qui a la topologie d'une sphère, et si en plus, vous pouvez le faire pour ces objets-là, si jamais vous pouvez lui mettre un atlas, une structure complexe dessus, donc ça veut dire un atlas tel que les changements de coordonnées les changements de carte soient holomorphes, vous pouvez le faire sur un objet comme ça. Vous obtenez une structure complexe qui est la topologie de la sphère. Et si vous avez une structure complexe qui est la topologie de la sphère, il existe, par le théorème d'uniformisation, une application uniformisante sur la sphère. D'accord? Voilà, donc l'idée des triangulations, c'est la suivante. Vous avez un objet combinatoire, vous lui mettez une structure complexe, et vous l'envoyez sur la sphère. Ben, quelle est la limite de cet objet-là? Alors la limite de cet objet, alors il y a deux choses qu'il faut préciser dans le problème, enfin au moins deux, puis voire trois. Alors la première, c'est quel aléa vous mettez sur ces objets-là, je vais vous l'expliquer. La deuxième, c'est convergence, mais en quel sens? Là pour l'instant, c'est pas clair. D'accord? Et la troisième aussi, c'est que c'est toujours lié à PSL2, c'est que là, il y a quand même plein de maps conformes qui vont vous envoyer sur la sphère. Comment est-ce qu'on fixe ce degré de liberté? D'accord? Voilà, alors, juste un petit mot, donc il y a eu pas mal, notamment, je crois qu'il y a eu Nicolas Curien qui a fait un cours ici, au cours PECO ici. Donc il y a quand même, c'est lié, mais c'est pas exactement le même problème. Alors, il y a deux façons de voir les cartes. Ou bien vous les voyez sans géométrie. D'accord? C'est-à-dire que vous avez juste un objet combinatoire, il y a des arêtes. Vous pouvez définir une distance de graphe sur cet objet-là. Donc c'est une topologie assez faible. Et si vous affaiblissez la topologie, est-ce que vous arrivez à prouver des théorèmes? D'accord? La réponse est oui. Et, beaucoup de travaux donc, par Curien, Mirmont, Le Gall, qui ont prouvé que la distance de graphe convergeait. Là, le problème est plus géométrique. Vous mettez une structure plus forte sur votre triangulation, donc vous avez une géométrie dessus. J'ai mis une structure complexe. D'accord? Quelle est la limite de cet objet-là? A priori, on s'attend à ce que ce soit lié, mais dans les conjectures que je vais vous énoncer, ce n'est pas résolu, c'est complètement ouvert. Et c'est ça, en fait, c'est cette géométrie-là qui est très importante pour retrouver la théorie de Liouville à la fin. Donc, voilà. Alors, comment on va donc régler le problème, notamment du degré de liberté par PSL2? En fait, ce qu'on va faire, c'est que sur nos triangulations, on va choisir 3 faces dessus. D'accord? Parce que ces 3 faces, on va les envoyer sur 3 points fixés de la sphère, et ça réglera le problème de savoir quel conformal map on choisit. Voilà.
Ensuite, si jamais on admet l'idée que discrétiser ces surfaces, ça correspond à discrétiser la mesure dg, et bien ensuite il faut essayer de reconstruire l'action de Einstein-Hilbert. Donc l'action de Einstein-Hilbert, c'était juste peser par rapport au volume la surface. C'est quoi le volume d'une triangulation à n faces? En gros, c'est une constante fois n. Donc là, vous allez peser votre mesure dg discrétisée par le volume de la surface. Et donc ça correspond en physique au poil, ce qu'on appelle la fonction de partition de Boltzmann. Ça vous donne cet objet-là, où en fait vous échantillonnez des cartes que vous pesez par rapport à leur volume. Alors ce qui se passe, c'est que la question, c'est est-ce que cette série converge? Si vous avez une série qui converge, vous avez une loi de proba qui est associée. Alors pour savoir si ça converge, il faut connaître l'asymptotique du cardinal des cartes à 3 points marqués n face. Et ça a été fait par Tutt dans les années 60. On a une asymptotique exacte. Et ça vous dit donc que pourvu que mu bar qui est là soit plus grand que le mu critique qui est là, vous avez une série qui converge. Voilà, et en fait, ça vous définit donc une loi de probabilité sur les surfaces, sur les triangulations. Et je vous l'ai expliqué là. Donc, la loi d'une triangulation, c'est donné par cette série qui est là. Z mu bar, c'est juste la masse totale de la série qui est là. Voilà. Donc, alors après, ce qui vous intéresse quand même, si jamais vous voulez prendre une limite d'échelle, c'est que vous voulez échantillonner. Le problème ici, c'est que cette mesure-là, cette loi de proba qui est ici, elle vous donne un nombre, en moyenne, un nombre fini de faces. Ce qui vous intéresse, vous, c'est les limites d'échelle. Vous voulez échantillonner les triangulations qui auront beaucoup de faces. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire à un moment donné, je vous l'expliquerai plus tard, c'est envoyer mu bar, le mu bar très proche de mu c, dans un certain régime qu'il va falloir identifier. Donc j'aurais pu coupler au champ de matière, je pense que je vais passer dessus pour conclure. Donc là, je vais oublier les champs de matière pour un temps. Ça, c'est toujours les champs de matière. Voilà. Donc je reviens au problème. Donc on a notre mesure, donc ça c'est notre mesure sur les triangulations. Ce que je vais faire, c'est que les 3 faces marquées que j'ai sur ma triangulation, je les envoie sur 3 points que j'ai choisis, qui sont fixés, qui sont arbitraires sur la sphère. De sorte qu'en fait, il y a une unique map conforme qui va m'envoyer ma triangulation sur la sphère, et qui envoie les 3 faces marquées sur les 3 points que j'ai choisis sur la sphère. Voilà. Après, vous avez votre triangulation avec tous ces triangles, et vous allez mettre une masse à carré sur chaque triangle. Donc ça vous donne sur votre triangulation une sorte de notion de volume. Et cette notion de volume que vous avez sur la triangulation, à l'aide de votre map conforme, vous pouvez envoyer ça sur un volume sur la sphère. Puisque vous avez une map conforme de la triangulation sur la sphère, un volume sur la triangulation, donc vous pouvez l'envoyer avec cette map sur la sphère. Donc ça vous donne une mesure sur la sphère. Voilà. Et cette mesure, bien sûr, elle dépend de votre triangulation. Donc si vous échantillonnez votre triangulation de façon aléatoire, vous aurez une mesure aléatoire sur la sphère. Voilà. Et cette mesure de probabilité que vous avez sur la sphère, elle est explicite, elle est donnée par cette formule qui est là. Et la conjecture, c'est que dans un certain régime qui est prescrit ici, la mesure que vous obtenez à l'aide de ces triangulations, elle va converger vers la forme-volume de la théorie de Liouville. Je vous ai donné l'expression tout à l'heure, peut-être un peu rapidement, avec des poids bien choisis, avec des valeurs bien choisies des paramètres. Donc là, je vous ai traité le cas de la gravité pure, donc ça correspondait à la température de Liouville. Pour le cas de la gravité pure, vous allez converger vers Liouville à une température racine de 8/8. Si vous rajoutez de la matière, comme je vous ai dit, en fait, la température change. Par exemple, si vous mettez le modèle d'Ising sur vos triangulations, ça va changer la température, vous allez obtenir gamma qui vaut racine de 3. Et vous allez avoir donc, ce que je vous ai appelé les opérateurs de vertex, donc c'était ces exponentielles, ces poids d'exponentielles que je rajoutais, avec des valeurs prescrites qui sont exactement gamma eux aussi. Donc vous avez votre mesure de Liouville à la paramètre gamma. Vous rajoutez des opérateurs de vertex à certains endroits. Donc ici 3, puisqu'on a choisi 3 points sur la sphère, avec aussi un poids qui est prescrit. Et ça vous donne une loi de proba pour le volume de l'univers limite. Voilà, la conjecture aujourd'hui sur laquelle je pense le domaine travaille quand même pas mal, c'est sur montrer cette correspondance random planar map, théorie de Liouville à la limite.
Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que à la fin, vous obtenez une géométrie. Donc, vous prenez la gravité pure, c'est-à-dire les triangulations sans matière, vous obtenez à la limite, conjecturellement, une géométrie qui est celle de gamma égale racine de 8 tiers. Si jamais vous rajoutez de la matière, ça va changer la température. Ce qui est très important de comprendre dans la théorie de la gravité quantique, c'est que toutes ces géométries, elles sont singulières les unes par rapport aux autres. Il n'y a aucun rapport ni absolue continuité ni quoi que ce soit entre ce cas-là et le cas où vous avez rajouté de la matière. Voilà, donc je vais passer sur... Voilà, j'ai fini mon exposé, je vais m'arrêter là, je ne vais pas parler de la matière. Je vous remercie pour votre attention.